Notre maison brûle. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Our biosphere is being sacrificed. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. We have to act. Not just to come here and make promises, but to deliver on them. Bienvenue dans Sources diplomatiques, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, La Fabrique, nous entrons dans la mécanique des grandes négociations, au plus près du travail de terrain. Je suis Anne-Claire, je travaille pour le porte-parole du Quai d'Orsay, et je vous propose de me suivre dans les coulisses de la COP28, à Dubaï cette année. Nous sommes encore à Paris. Pour comprendre ce que sont les COP et ce qui s'y joue, nous allons échanger avec Frédérique Taride, une collègue qui connaît bien les négociations climatiques. Oui, bonjour. Bonjour Frédérique, c'est Anne-Claire. Écoute, tu sais, la COP28 débute dans quelques jours et en fait, je voulais avoir un peu tes lumières sur les COP climat, sur cet objet que tu connais bien, un peu sur la manière dont s'est construite la diplomatie autour de cet objet. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots ? Oui, dans les limites de mes connaissances, bien sûr. Mais... d'abord, à quelle COP, toi, tu as participé ? Alors, moi, j'ai participé à COP5, COP15, COP20 et COP21. Donc, tu as vu toute cette évolution, en fait. Et tu peux nous expliquer un peu l'idée des COP climat, enfin, comment cette idée, elle naît, et puis comment elle se transforme, en fait ? Alors, la première fois que on est alerté, les sociétés sont alertées sur la question climatique, c'est le rapport de Massachusetts Institute of Technology. C'est à la demande d'un groupe multinational de scientifiques et d'industriels, le Club de Rome, que les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, se sont mis au travail. Émission Un certain regard, archive INA, 1973. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement et leurs interactions. Et puis ensuite naissent les COP à la faveur du sommet de la Terre à Rio en 92, où les Nations Unies, donc réunies, décident de créer 3 espaces de discussion autour des questions d'environnement. Un qui est dédié à la désertification, un qui est dédié à la perte de biodiversité et un qui est dédié à la lutte contre le changement climatique. Et donc, c'est la naissance des 3 COP. On parle souvent de Convention de Rio. Évidemment, il faut du temps, hein, c'est pas facile de faire tout ça. Il y a également, on peut citer aussi une date importante qui est la création du GIEC en 88 et le premier rapport du GIEC. Mais c'est vrai que les COP en tant que telles, elles commencent après Rio, donc la première a lieu en 95. Et toi, tu dirais que dans cette histoire des COP, il y a eu des moments clés. Dans nos têtes, il y a la maison brûle, le coup de marteau de la COP 21. Il y a des moments charnières. Alors, la maison brûle, c'est pas dans une COP. La maison brûle, c'est dans un sommet de la Terre, sauf erreur, à Johannesburg en 2002, je crois. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. C'est une phrase très célèbre du président Chirac, qui évidemment devait marquer les esprits. Je crois d'ailleurs que c'est un diplomate qui en est l'auteur, qui travaillait à l'Élysée avec le président Chirac, qui a écrit ce discours et qui est l'auteur de cette phrase. Donc pour moi, la première COP évidemment est importante. La COP qui fait le protocole de Kyoto au Japon est évidemment extrêmement importante, puisque c'est le premier accord sur le climat. Elle est de 97, cette COP. C'est un accord qui portait sur les années 2008-2012. Ensuite, il y a la COP 15, la COP de Copenhague, qui est malheureusement un échec. Ils applaudissent à tout rompre, mais pour sauver la face. Ils le savent, Copenhague n'a pas tenu ses promesses. C'est un accord à minima.
Pas d'objectif chiffré, aucune contrainte pour les plus gros pollueurs. Pour bon nombre de délégués, c'est la colère qui domine. Et puis évidemment, il y a la COP21 où l'accord de Paris est signé. Donc on voit, c'est pas du tout une histoire tranquille, les COP. Il y a des rebondissements, il y a de l'espoir, et puis après un peu moins, voilà. La négociation climatique, elle suppose qu'on garde de l'espoir. Parce que là, il est question de société humaine, il est question de manière de vivre, de travailler, de consommer, de produire, d'échanger, d'être solidaires les uns avec les autres pour continuer à pouvoir vivre normalement sur la planète. Toi, tu connais l'actuel ambassadeur pour les négociations climatiques, Stéphane Crouza. Tu as un mot pour lui à quelques jours de la COP ? Ah ouais, moi, je le connais bien. J'ai travaillé avec lui en Irlande. Je ne veux pas lui donner du courage parce que je sais qu'il en a. C'est quelqu'un qui est absolument non seulement convaincu, mais qui travaille jour après jour avec son équipe sur cette question-là. Donc, le mot, c'est on va y arriver. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Merci, Anne-Claire. Salut. Stéphane Crouza, justement, nous allons le rencontrer. Il se prépare à partir pour la COP28. C'est un personnage clé que nous allons suivre sur place, parce qu'il pilote l'équipe interministérielle du climat pour la France. Vous attendez depuis longtemps, bonjour. Avec Frédéric, on est des anciens de la COP21, donc on a plein de souvenirs à partager. COP21, c'était un souvenir inoubliable en fait, avec ce moment, le 12 décembre à 17h, quand le président de la COP a fait son coup de marteau. Ce coup de marteau, c'est celui de Laurent Fabius, président de la COP21, au moment de l'adoption de l'accord de Paris en 2015. C'est le son du coup de marteau qui s'abat sur la table qui a fait le tour du monde. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était un moment de pile ou face, où ces groupes, en gros les pays exportateurs de pétrole pour l'essentiel. Laurence Tubiana, négociatrice en chef de la COP21, dans l'émission de France Culture, Les accords qui ont changé le monde. Et où ils disaient oui, où ils disaient non. Et si c'était non, c'était fichu. C'était trop tard puisque, encore une fois, il était 5h du matin et il n'y avait plus moyen. Et donc, il y a tout ça qui s'est un petit peu résumé dans ce moment de fin et où il y a du soulagement, de la fierté, le sentiment comme un enfant devant quelque chose d'énorme. Voilà, je fais partie d'un moment, il ne faut pas que je l'oublie. Les représentants de 195 pays se lèvent, comme un seul homme, et applaudissent un texte historique qui vise à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Ce moment, les négociateurs ont envie de le revivre à chaque COP. On était tous les deux dans la salle et on a participé de ce soulagement et cet incroyable sentiment d'avoir accompli quelque chose. Mais c'était le début d'une autre aventure, parce qu'après, il s'est agi depuis maintenant 8 ans, de mettre en œuvre tant bien que mal cet accord de Paris. Donc je suis diplomate de carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans le multilatéral, européen d'abord, aux Nations Unies, à la mission française à New York. Et puis il y a eu une opportunité qui s'est présentée en début 2014 de faire un passage dans un autre ministère, et c'était le ministère de l'Environnement, un poste s'était libéré. Et donc je me suis dit, on me disait, oui, il y aura, à la fin de 2015, il y aura un moment important qui sera cet accord de Paris qu'on va essayer de négocier. Et je m'étais dit, ah oui, ça pourrait être intéressant d'avoir cette nouvelle expérience, ce nouveau défi dans un autre contexte, celui d'un autre ministère. Et puis ça s'est fait, et puis ensuite je suis rentré au cabinet de Ségolène Royal comme conseiller diplomatique. Donc j'étais dans toute l'équipe de préparation de cet événement historique. Et ça m'a donné cette expérience qui après m'a permis d'avoir le poste que j'occupe aujourd'hui.
quoi vos pronostics pour celle-ci? Bon, c'est comme toutes les COP, c'est jamais facile. Il y a quand même beaucoup de tensions. Il y a des choses positives qui se sont passées là depuis quelques jours. C'est-à-dire qui me rendent plus optimiste qu'il y a un mois. Et ces choses positives, c'est d'abord sur le fonds pertes et préjudices. Il y a eu un accord du comité transitionnel, le fameux comité qui depuis un an travaille, auquel la France a participé, pour faire des recommandations à la COP sur la création de ce fonds. Et donc ça, ils sont parvenus à un consensus. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et on a des indications de la présidence comme quoi il vaudrait adopter cette décision en tout début de COP, ce qui serait inhabituel, parce qu'en général, on attend la toute fin de COP pour adopter toutes les décisions de COP. Et là, ce serait un signal donc particulier de dire que voilà, on est déterminé à avancer sur cette question. Il y a aussi les chiffres de la finance climat qui sont sortis de l'OCDE, qui sont... On se rapproche des 100 milliards. Voilà, on se rapproche des 100 milliards. On était en 2020 à 83,3 milliards de dollars pour l'ensemble de la finance climat des pays développés en direction des pays en développement, ce qui était inférieur aux chiffres qu'on avait promis en 2009 à Copenhague. On avait dit on ferait 100 milliards par an à partir de 2020 et on n'y était pas. Et donc ça créé pas mal de récriminations, de ressentiments de la part des pays en développement. Et l'OCDE a sorti les chiffres 2021, toujours avec un peu de retard, le temps de compiler les chiffres, mais on se rapproche du but, si je puis dire, puisqu'on est maintenant presque à 90 milliards de dollars. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'OCDE a indiqué qu'au vu des projections et des indications des différents pays, on pourrait avoir atteint les 100 milliards en 2022, ce qui était vraiment une agréable surprise, il faut dire. Et puis il y a un troisième point qui est positif quand même dans cette avant-COP, c'est la déclaration sino-américaine. Et quand on a les deux principaux émetteurs qui représentent chacun respectivement 30 et 14% des émissions mondiales, voilà, c'est absolument essentiel qu'ils arrivent à se parler parce qu'ils font évidemment partie de la solution. C'est pas une question qu'on pose à un diplomate, mais c'est quoi vos buts de guerre sur cette COP28 ? C'est d'envoyer un signal au monde et au marché en particulier que les énergies fossiles ne sont pas des énergies d'avenir. Je crois que c'est aussi simple que ça. Collectivement, le monde entier dépend à 80% dans son mix énergétique des énergies fossiles. Et même la France, nous, avec notre nucléaire pour le mix électrique, où on est très très décarboné par rapport aux partenaires et aux autres pays en général dans le mix électrique, même nous, on est à 60% sur le mix énergétique global français, dépendant des énergies fossiles. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous voulez donner, vous, comme empreinte en tant que négociateur ? C'est quoi votre personnalité de négociateur en chef ? Qu'est-ce que vous portez pour l'équipe climat interministérielle ? Ce qui est important pour nous, enfin dans la manière dont on fonctionne en équipe Climat France, c'est que les gens ne travaillent pas en silo, comprennent un petit peu ce qui se passe à côté, comprennent que quand on parle genre ou quand on parle adaptation, il y a aussi des questions financières qui surgissent. Et donc avoir toujours conscience des implications d'enjeux différents et qui permettent à tous de s'épauler mutuellement et de s'alerter sur des sujets qui pourraient surgir dans leurs enceintes. Pas qu'à mon niveau justement, mais au niveau de chaque négociateur. Et ça rend les choses aussi beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Donc, vous êtes un négociateur en chef optimiste alors ? Je préfère dire déterminé parce que optimiste c'est toujours... c'est difficile d'évaluer comment seront les états d'esprit, quels seront les états d'esprit, mais c'est vrai que j'ai meilleur espoir maintenant qu'il y a quelques semaines sur le fait qu'on arrivera peut-être à quelque chose à la COP 28. Mais ça ne sera jamais la fin de l'histoire. Chaque COP est une étape importante sur ce chemin qu'on essaie de tracer vers la limitation de l'élévation de la température à 1,5 degré, qui est la fourchette basse de l'accord de Paris.
Avant de quitter Paris, nous allons vous présenter Charlotte Lerat, qui coordonne les équipes de négociation climat pour le Quai d'Orsay, et que nous retrouverons sur place. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne-Claire. Comment tu te sens à quelques jours ? Alors on est dans les derniers préparatifs. Là on prépare les dossiers pour le président de la République, pour les ministres. Donc c'est toujours une période un peu de rush parce qu'on alterne entre de préparation des dossiers et puis toutes les réunions pour se coordonner entre Européens et affinitaires. Tu sais qu'on ne va pas te lâcher. Oui, mais c'est l'objectif. Vous allez voir à quel point c'est intense. Tu vas faire quoi ce matin ? Donc ce matin, l'idée c'est de présenter aux agents de la direction du développement durable les objectifs de la COP28, comment fonctionne l'équipe française, comment on se coordonne avec les Européens, et puis de présenter nos grands objectifs, nos buts de guerre. Vous serez combien à la COP ? Alors pour l'équipe France, l'équipe de négociation, on a à peu près une quarantaine d'agents de plusieurs ministères. Et après, il y a tous les acteurs non étatiques, les entreprises françaises, les ONG, les think tanks, les agences type Agence française de développement. On sait que c'est une COP qui va être assez difficile puisqu'on n'a pas un objectif forcément très clair. À la COP 21, on savait que c'était l'accord de Paris. À la COP 26, c'était les règles d'application et de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué puisque les objectifs ne sont pas forcément les mêmes en fonction des groupes de négociation. Donc on va voir comment ça se présente. On a hâte de te suivre. Donc l'objectif de cette petite séquence d'une vingtaine de minutes, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une COP, en quoi la COP28 peut être utile et importante sur nos enjeux qu'on porte ici à la direction du développement durable. À la COP28, on aura une représentation de haut niveau. Le président de la République ira en ouverture au segment des leaders. On aura également plusieurs ministres qui participeront. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des segments ministériels auxquels on pense qu'il est important qu'on soit présent et parce qu'on a des valeurs à porter. Par exemple, sur l'agriculture, on a l'agroécologie qu'on veut pousser, on a tout ce qui est notre priorité sur les cantines scolaires, si je reprends des objectifs un peu de notre direction. Au-delà de ces personnalités, on a aussi une équipe interministérielle France derrière les COP, donc qui est dirigée par l'ambassadeur climat. Ensuite, il y a 2 coordinateurs, dont je fais partie avec un collègue du ministère de la Transition énergétique, et on a plusieurs ministères représentés. Ça, c'est un peu une spécificité française qui est héritée de la COP 21, et c'est ce qui fait notre force, je pense, parce qu'en fait, on a une interministérialité qui se fait très facilement et de manière très fluide. On a une autre spécificité dans la délégation française, c'est qu'on héberge deux jeunes, en fait, 2 jeunes ambassadeurs pour le climat, 2 jeunes délégués, qui sont issus d'ONG, qu'on sélectionne, et qui viennent avec nous dans l'équipe, et qui sont vraiment négociateurs, en fait. Ils vont en salle, et ils portent des priorités françaises. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils nous font aussi le lien avec la jeunesse. Ils nous permettent parfois de sortir un petit peu de la technicité, de devoir vulgariser. Ils nous apportent une certaine fraîcheur qu'on n'a pas forcément parce qu'eux, ils ne sont pas dans l'année. En fait, ils sont étudiants ou doctorants. Ils ne sont pas dans les négociations à vérifier la virgule, la majuscule, l'adjectif. Donc, c'est assez intéressant de les avoir dans la délégation. Alors l'autre spécificité des COP par rapport à d'autres négociations, c'est que c'est l'Union européenne qui négocie pour les États membres. Donc on a une coordination européenne tous les matins, et c'est pas la France qui en salle, in fine, va décider. C'est l'Union européenne, et ça c'est notre force en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à 27 et on a un réel point en fait en tant qu'Union européenne parce qu'on s'est déjà coordonné. Alors forcément sur certains sujets le consensus peut être un peu difficile et peut-être que ça affaiblira un petit peu les positions qu'on aurait voulu porter en tant que France. Par exemple, exemple type là sur la COP28 sur la sortie des énergies fossiles, on aurait voulu être plus allant. Mais forcément, charbon c'est un sujet un peu compliqué en européen, notamment avec la Pologne ou l'Allemagne. Mais on a trouvé un consensus et ça c'est notre force, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à Dubaï en se disant il faut qu'on trouve un consensus à 27 ou qu'on risque d'avoir une désunion de l'Union européenne. Puisque je ne l'ai pas dit, mais les COP, ça fonctionne au consensus. Donc un État peut tout bloquer. Pas de questions, mais je crois qu'on va remercier Charlotte pour très clair et très instructif. Et on va écouter après. Voilà, nous sommes entrés dans l'univers de la COP. Je vous donne rendez-vous à Dubaï, où nous retrouverons Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassadeur Cruza, Charlotte Lerat, leurs équipes, ainsi que leurs partenaires et les acteurs de la protection du climat, venus du monde entier. Je suis Anne-Claire, vous écoutez La Fabrique, la COP28 pour le climat, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.